Première partie de ce 21 à 23 consacrée bien évidemment à cette journée historique au Proche-Orient avec le retour des otages israéliens. Vous l'avez suivi avec nous sur France Info, mais on va décrypter cela tout au long de la soirée. Donald Trump qui parle d'une aube nouvelle pour le Moyen-Orient. Pour en discuter avec nous, David Rigoulet-Rose, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, l'IFAS, et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique chez l'Harmattan. Michel Taubman, vous êtes journaliste franco-israélien, spécialiste du Proche-Orient pour la revue Politique Internationale, fondateur du groupe de dialogue judéo-arabe Shalom Salam. Et puis Stéphanie Pérez, vous êtes avec nous, vous êtes un visage bien connu de nos téléspectateurs, grande reporter pour notre rédaction. Vous avez été parmi plein d'autres terrains dans le monde. Vous avez été beaucoup en Israël et en Palestine, et vous étiez notamment en Israël au lendemain des attaques du 7 octobre 2023. Vous allez nous raconter, on va voir des extraits de vos reportages toujours extrêmement émouvants. Et puis également Rina Bassiste, on vous retrouve correspondante pour la radio israélienne Cannes et rédactrice au journal américain Al Monitor. Vous êtes aussi une ancienne diplomate israélienne. Alors, vous avez suivi cette journée de retrouvailles, notamment des 20 otages israéliens. On a choisi justement ce soir de vous remontrer l'histoire d'une famille. C'est la famille d'Elkana Bobot qui vient d'être rendue vivant en Israël, et Luc Lacroix et son équipe étaient avec sa famille dans ce moment extrêmement émouvant. Regardez et on en discute juste après. Depuis le petit matin, elle attend dans l'angoisse le retour de son neveu Elkana Bobot, otage depuis 2 ans. Famille et amis sont réunis chez ses parents, mais les heures passent et il ne fait pas partie de la première vague d'otages libérés. J'ai très peur. À quoi il va ressembler? Comment il va se sentir? Je veux le voir avec sa mère. Qu'elle me dise il va bien, il tient debout. Et après je respirerai. Après, bon, dans quel état? On va faire le maximum pour le remettre sur pied, mais pour le moment, j'ai envie qu'il soit là déjà. J'ai envie de le voir. Soudain, une vidéo d'Elkana Bobot. Il est toujours aux mains du Hamas, mais tous le savent désormais. Il va être libéré. Il revient! Comment vous vous sentez? Oh là là! Je vous assure que jusqu'à maintenant, je ne croyais pas. Mais là, c'est magnifique. Il a parlé à sa mère, c'est waouh! Et puis il sourit, il est sur pied, il a l'air en bon état. Je pense qu'il va vite revenir à la maison. Oh là là, quelle merveille! Quel soulagement! Quel soulagement! Le voilà quelques heures plus tard, libre. Il retrouve sa femme, l'appelle mon amour et la rassure en lui disant qu'il est sain et sauf. La fête, elle, s'est propagée à la rue. Des voisins sont venus partager le bonheur de la famille Bobot. Les proches d'Elkana Bobot nous disent que pour que la fête soit complète, il faut que les dépouilles de tous les otages décédés en captivité soient restituées. Voilà, évidemment, image très émouvante. Rina Bassiste, je commence avec vous parce que je parle aussi bien à la journaliste qu'à la citoyenne israélienne. Que vous inspire cette journée? Comment vous avez suivi cette journée? Comment vous avez réagi? Je crois que, comme tous les Israéliens, d'abord, personne n'a pas dormi toute la nuit. On attendait, parce qu'au début, on s'est dit que ça va être très tôt le matin, 4 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Il y avait beaucoup d'heures d'attente, mais le cœur s'explose de joie. Et on a bien vu les images d'Elkana Bobot. Il y a d'autres images aussi, Eviatar David, Ariel et David Cugnot, les jumeaux Ziv et Gili Berman. On connaît tous les histoires. C'est comme si c'est quelqu'un de ma famille, de la famille de tous les Israéliens. Et on partage cette joie immense de les voir d'abord debout. On ne sait pas exactement leur état physique. Petit à petit, avec les heures qui passent, on attend aussi un petit peu des premières histoires sur les conditions de détention. Voilà, des détentions qui étaient a priori très dures. Si on parle d'Elkana Bobot, il était torturé, il était dans les tunnels presque toute cette période, très peu à manger. Des conditions extrêmement difficiles, mais ils sont avec nous maintenant, les 20 otages, c'est ça qui compte.
Michel Taubman, je parle aussi aux franco-israéliens que vous êtes. Est-ce qu'il y a eu tellement de petits espoirs et espoirs déçus depuis 2 ans? Est-ce que vous êtes dit, ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne, ou est-ce que jusqu'au bout, vous avez douté? Disons que jusqu'au bout, on a vu ces derniers jours que l'accord allait se faire, mais on ne savait pas s'il serait vraiment vain et dans quel état il serait. Donc, effectivement, il a fallu quand même attendre qu'ils arrivent pour pouvoir vraiment partager cette joie. Stéphanie Pérez, et puis après on va aller dans le détail du décryptage, mais vous qui avez été à de nombreuses reprises en Israël, notamment auprès des familles d'otages, juste un premier ressenti. Alors vous n'êtes pas israélienne, mais vous avez vraiment été sur le terrain. Qu'est-ce que ça peut signifier pour tout le peuple israélien aujourd'hui? Alors moi, j'étais à une des libérations du mois de janvier, et je me rappelle très bien, parce que j'ai passé de nombreuses heures sur cette place des otages, qui est devenue vraiment le centre, le cœur de Tel Aviv. Je me rappelle très bien. Oui, parce qu'on rappelle juste à nos téléspectateurs, il y a eu déjà quelques vagues de libération. Et justement, au moment de ces libérations, forcément, il y avait un soulagement énorme de la part de la population israélienne, forcément un soulagement énorme de leurs familles, de ceux qui étaient les heureux élus de ces échanges. Et justement, les familles nous disaient, mais nous, notre joie est incomplète, parce que tant que tous ne seront pas rentrés à la maison, on ne pourra pas célébrer complètement le retour des otages. Aujourd'hui, effectivement, les 20 vivants sont de retour à la maison. Il y en a 28 qui, malheureusement, sont morts en détention et dont les dépouilles vont être rentrées. Mais je pense ce soir, oui, beaucoup aux familles avec qui j'ai passé beaucoup de temps et qui, ce soir, enfin peuvent vivre les moments qui ont été tant espérés et dont beaucoup de ces familles ont cru que jamais ces moments n'arriveraient. Donc forcément, quand j'ai vu les images de l'IS et les 400 000 personnes réunies samedi soir à Tel Aviv dans l'attente de ce moment, j'imagine aujourd'hui, ce soir, les heures de célébration, même si on sait que le plus dur commence aussi peut-être maintenant. Oui, c'est ce qu'on s'est dit, on va en parler évidemment. David Rigoulet-Rose, vous êtes un habitué de nos plateaux, vous êtes intervenu à de très nombreuses reprises sur cette guerre, sur cette crise. Est-ce que vous pensiez voir ce moment arriver, je ne vais pas dire aussi vite, mais il y a encore quelques semaines, on semblait être dans une telle impasse que, est-ce que vous seriez attendu à commenter ça ce soir comme ça sur ce plateau? Non, on peut, effectivement, il y a eu une accélération du tempo par Donald Trump qui a rendu possible ça. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il ait été célébré de cette manière en Israël. La société israélienne était en situation d'apnée, depuis le 7 octobre en réalité. Alors le problème, c'est que ça vaut individuellement comme collectivement. En général, après un immense soulagement, il y a un phénomène de décompensation. Et ça va être compliqué à gérer parce qu'il y a la santé physique, effectivement, mais et puis il y a la santé psychique. Et donc la reconstruction demande évidemment un suivi très important. Et c'est une reconstruction des individus et aussi de la société israélienne. Par rapport au 7 octobre. Donc ça clôt un cycle mortifère, mais il y a des défis qui vont être importants à relever, effectivement, pendant la reconstruction pour la suite. Alors, on va tout de suite reprendre la direction de Tel Aviv. On va vous retrouver, Gilles Papin, vous êtes notre envoyé spécial en Israël. Gilles, vous avez suivi cette journée, notamment pour nous sur l'antenne de France Info. Vous êtes toujours place des otages. Racontez-nous tout simplement, Gilles, ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, j'allais vraiment dire, dans vos tripes, avec cette foule israélienne sur cette place aujourd'hui. Écoutez, Loïc, dès le début de la matinée, c'était une foule immense et qui a vécu ça dans la joie et l'allégresse, notamment lorsque les premières images des otages libérés sont apparues sur les écrans géants. Une clameur immense s'est élevée de cette place ici. Des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées. Une clameur encore plus forte lorsqu'ils ont vu Eviatar David. Souvenez-vous, c'était cet otage dont la vidéo a été envoyée par le Hamas à sa famille. Il était
très amaigri, en train de creuser un trou avec une pelle, et il avait déclaré ce trou sera peut-être la tombe dans laquelle je serai enterré. Eviatar David fait partie des 20 derniers otages vivants. Et puis une clameur encore plus forte aussi lorsque les premiers hélicoptères de l'armée israélienne sont passés au-dessus de la foule avec les otages à l'intérieur, direction les hôpitaux de Tel Aviv. Là aussi, la foule a exprimé une joie immense, et la délivrance malheureusement n'est pas totale ce soir, puisqu'il était prévu dans l'accord du Hamas que les 48 otages soient libérés, notamment les dépouilles des otages décédés. Ce n'est pas le cas, seulement 4 ici ont été rendus en fin de journée à l'armée israélienne. Mais il y a encore beaucoup de monde sur la place ce soir, des gens sont en train de chanter, l'ambiance est toujours à la joie, et les Israéliens ici nous disent qu'ils ont envie de profiter de ce jour-là, même si cette page, ils ne peuvent pas complètement la tourner, la tourneront effectivement, définitivement, lorsque tous les otages seront revenus sur cette terre israélienne. Merci Gilles. Gilles Papin à Tel Aviv. Gilles le disait, une page évidemment très très dure à tourner pour comprendre, on en a déjà plusieurs fois parlé bien sûr sur ce plateau, mais il faut revenir au 7 octobre 2023, plus de 1200 morts, on l'a dit à nos téléspectateurs, pour que vous compreniez bien, c'est l'équivalent de, si on compare les populations, 10 millions pour Israël, 68 millions pour la France, mais c'est comme s'il y avait eu 10 000 morts en France sur cette attaque. Donc pour bien prendre la mesure de ce qui s'est passé, justement, Stéphanie Pérez, on voulait revoir un extrait d'un de vos reportages. Quand on a préparé cette émission, on s'est rappelé d'un extrait qui vous avait particulièrement marqué. Vous avez été en Israël à cette époque-là, plusieurs reporters étaient dans les kibboutz qui ont été attaqués, mais une des séquences, vous m'avez dit, qui vous a le plus marqué, c'était quelques jours après, lorsque les corps étaient ramenés pour l'identification des corps. Et on va voir un extrait de votre reportage, Stéphanie, on va voir voilà, évidemment le traumatisme, même chez les militaires, même chez les médecins israéliens. On en reparle juste après, on regarde l'extrait de votre reportage. C'était, je crois, le 16 octobre 2023. À l'entrée de la base, le va-et-vient des camions qui transportent les victimes, de jour comme de nuit. Pour les médecins chargés de leur rendre une identité, une plongée de plus en plus profonde dans les ténèbres. À chaque fois qu'on pense avoir atteint le pire, on est secoué par quelque chose d'autre. On va encore plus loin dans l'horreur. Difficile de mettre des mots sur la barbarie. On a vu des corps mutilés, des gens qui ont les mains, les bras, les pieds coupés. Une épreuve pour les équipes médicales et pour les volontaires de cette association religieuse chargée de rendre les dépouilles à leurs familles, une fois qu'elles sont enfin identifiées. J'ai pas encore noté son nom. Dans l'odeur de la mort et de la tragédie, ils essaient de ne pas sombrer et pensent avant tout à l'insoutenable attente des proches. Les ambulances arrivent toute la journée. On continue de recevoir des centaines de corps. C'est incroyable. On les envoie dans les cimetières. On espère qu'on les aura tous rendus aux familles dans 2 semaines maximum pour qu'ils soient enterrés. Mais là, ça ne s'arrête jamais. À Ashdod, la famille de Nahor Rassidim a été prévenue hier de son identification. Le jeune homme a été tué dans un kibboutz avec sa fiancée. Ses proches n'avaient aucun espoir de le retrouver vivant. Je penserai toujours à toi. Mais conscient des sévices infligés à certaines victimes, ils redoutaient le pire dans leur chagrin. J'ai vu leur corps à tous les deux, ils étaient entiers, je les ai touchés. J'ai vu qu'ils n'étaient pas mutilés. Et ça, c'est un vrai soulagement. Soulagement de ne pas avoir un corps mutilé. Stéphanie Pérez, vous êtes grande reporter, on vous voit en Ukraine, dans beaucoup de régions du monde endeuillées. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là, même si vous avez vu, encore une fois, dans votre métier, beaucoup d'horreurs? Ça vous a particulièrement marqué ce jour-là? Oui, ce sujet m'avait particulièrement marqué. Je me rappelle très bien de ce soir où justement ces médecins militaires avaient convoqué une conférence de presse assez tard. Et l'émotion de ces médecins, pourtant habitués à la guerre. On voit dans votre reportage, voilà, la médecin. Et c'est des médecins qui sont habitués, parce que la guerre, elle ne date pas du 7 octobre. Dans la région, je me rappelle de cette femme qui avait du mal à trouver les mots pour exprimer tout ce qu'ils étaient en train de découvrir quand ils procédaient à l'identification des corps, quand ils découvraient l'ampleur des mutilations, l'ampleur des barbaries. Et je me rappelle à l'époque, lors d'un direct dans une émission, j'avais dit que moi-même,
pour écrire ce reportage, pour écrire mon commentaire, j'avais eu du mal à trouver les mots à la hauteur de la barbarie, parce que peut-être les mots, à ce moment-là, on est une semaine juste après le 7 octobre, il n'y a pas eu tout ce qui s'est passé après. À ce moment-là, les mots, moi, je ne les trouvais pas. Et j'avais soulevé la question, peut-être que les mots n'existaient pas pour décrire l'ampleur du massacre qui avait été commis. Et c'était une semaine de reportage assez difficile, parce que chaque jour, en fait, on découvrait l'ampleur du massacre. On allait dans les kibboutz, on rencontrait des familles. Moi, j'ai rencontré beaucoup de familles qui ont toutes vécu des situations extrêmement atroces. Et on avait l'impression que cette plongée dans la barbarie ne s'arrêtait jamais. Et on mesurait effectivement l'ampleur de ce qui venait de se passer. Et vraiment, moi, j'ai pris conscience qu'il y aurait un avant et un après 7 octobre. Rina et puis Michel et David, un avant, un après. Aujourd'hui, est-ce qu'on... Ce ne sera jamais oublié, mais est-ce qu'on peut commencer à dire qu'on commence à être dans l'après? Et ça va prendre combien de temps de finir de tourner cette page? Bon, c'est clair que ce processus de reconstruction, de réhabilitation de la société israélienne ne pourrait pas commencer avant le retour de tous les otages, mais on n'est pas encore tout à fait là parce que, comme c'était bien dit, on a tous les otages vivants, mais il nous manque encore les dépouilles. Donc, tant qu'on n'a pas fermé cette page, on ne pourra pas passer à une autre, même si Israël ne va jamais redevenir ce qu'Israël était, la société israélienne était le 6 octobre. Là, il y a quelque chose qui s'est cassé en Israël, c'est un plaie qui ne sera pas refermé. Il faut apprendre à vivre avec. C'est ça le processus qu'il y aura. Et on avait ce décryptage de tout ce qui les horreurs qui étaient découvertes par les gens qui traitaient les corps après le 7 octobre. Il ne faut pas oublier, par exemple, les 20 otages qui sont de retour aujourd'hui. Et beaucoup d'entre eux ont perdu leurs proches le 7 octobre. Et peut-être même ils ne savaient pas pendant ces 2 ans ce qui s'est passé exactement, qui est mort, qui a survécu. C'est aussi une réalité avec laquelle ces otages ils devront vivre avec maintenant. Ce qui est maintenant, en fait, qu'ils apprennent l'ampleur de ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc, il y a les otages, il y a les familles qui les entourent. Ça sera un très long processus, peut-être à vie. Bien sûr, la société israélienne, il y a encore aussi toutes les histoires de tous ceux qu'ils ont subi pendant cette période. Ça aussi, ça va faire partie, en fait, de la... il faut apprendre à vivre avec et savoir tout ce qu'ils ont subi. On les a laissés 2 ans dans les tunnels de Hamas. C'est aussi un plaie avec laquelle, je crois, la société israélienne, ça sera très, très difficile à vivre avec. Ce sentiment que ces gens étaient abandonnés 2 ans à ce genre de torture. Et juste avant que vous réagissiez, Michel et David, parce que vous en parliez, Rina, on va juste voir un extrait, parce que vous parliez des corps, de rendre les dépouilles. Ils ne sont pas tous rendus aujourd'hui. Justement, Luc Lacroix avait rencontré le père de Guy Ilouz, un des otages, dont il fait partie des 4 corps qui ont été rendus aujourd'hui. On l'écoute, et puis après, votre réaction, Michel et David. Guy Ilouz, passionné de musique, était au festival Nova le 7 octobre, quand des combattants du Hamas sont arrivés. On le voit sur leurs images prendre la fuite avec un ami. Il parvient alors à appeler son père. Papa, je t'aime. Qu'est-ce qui se passe? Tu es où, Guy? Ils t'ont fait du mal? Je vous aime, dis-le à maman. Guy Ilouz est finalement capturé. Avec l'accord de cessez-le-feu, le soulagement, mais aussi la douleur pour ce père, car il le sait, son fils est mort en captivité. Il espère juste que son corps lui sera rendu. Je vais aller reconnaître Guy, ses os, je vais les toucher. Qu'est-ce que je pourrais embrasser? Je pourrais plus jamais l'embrasser, lui dire adieu. Et puis je vais l'enterrer. Et je crois que ce sera le début de quelque chose de nouveau.
Une interview extrêmement poignante de Luc Lacroix. Michel, vous vouliez réagir? Oui, alors moi j'étais à Tel Aviv jusqu'à vendredi et j'ai vu monter d'abord sur place, puis ici, une émotion qui s'est transformée aujourd'hui en explosion de joie. Mais par exemple, jeudi soir, il n'y avait pas d'explosion de joie à la place des otages. Il y avait une émotion forte. Il y avait des chansons, disons des chansons mélancoliques, mais il n'y avait pas de fête comme il y a ce soir. Et je crois que symboliquement aussi, il faut dire qu'on est passé d'une fête de Simchat Torah, le 7 octobre, à la fête de Simchat Torah qui commence ce soir et qui est la sortie aussi des fêtes du Nouvel An et qui est un événement joyeux et qui, l'année dernière, n'avait pas pu être un événement joyeux. Vous savez, il y a tout un rituel, il y a le Rosh Hashanah, le Nouvel An, après il y a Kippour. Ce sont des jours redoutables, des jours de gravité. Puis progressivement, on va vers la joie qui est à Simchat Torah. Et donc ce soir, il y a le cumul, d'après ce que je vois avec mes amis qui m'ont envoyé des images, il y a le cumul entre la libération des otages et la fête de Simchat Torah. Mais en même temps, je pense que les Israéliens profitent de ce moment, mais on va voir maintenant revenir des dépouilles. Et sur les 250 otages, 85 sont morts. Et donc, c'est une joie qui ne peut pas être totale. Et puis, mais on profite de cet instant. Voyez. Mais je crois que ce qui est important, et c'est bien qu'on en parle ce soir, de donner cette importance au 7 octobre, aux otages, pour expliquer aussi l'isolement psychologique d'Israël. Parce qu'il y a un isolement diplomatique, on en parlera peut-être tout à l'heure, un isolement politique, un isolement sur la scène internationale, parce que la plupart des gens à l'extérieur ne comprennent pas pourquoi les Israéliens sont restés figés au 7 octobre, alors qu'il y a eu des milliers de morts à Gaza. Et souvent, on ne comprend pas l'absence de compassion de la majorité des Israéliens à l'égard des Gazaouis, alors que les Israéliens, à cause des otages, le 7 octobre s'est prolongé pendant 2 ans. Vous voyez, et à l'extérieur, le monde ne comprend pas Israël, et Israël ne comprend pas pourquoi le monde ne comprend pas les Israéliens. Vous voyez, alors, je schématise un peu parce que tout le monde ne pense pas ça, mais quand même, globalement, il faut vraiment tourner la page du 7 octobre pour que les Israéliens puissent se réconcilier avec le monde et puissent aussi se tourner vers l'avenir. Justement, David, en parlant d'avenir, je voulais vous montrer pareil, encore un extrait de reportage, parce que comme le disait Stéphanie Pérez, il y a eu d'autres vagues de libération avant. On va juste voir un extrait d'un reportage tourné par notre correspondante à l'époque, Agnès Varamian, un peu moins de 2 mois après le 7 octobre, où il y a notamment quelques premières libérations, notamment d'enfants. On va voir cette séquence-là, et après, votre réaction. Encore quelques pas dans le couloir, et il retrouve sa famille. Orad Monder, 10 ans, enfant ex-otage. Il tombe dans les bras de son oncle et son père, lui, accueille sa femme, elle aussi, ex-captive. Enfin, la grand-mère, prisonnière du Hamas. 3 générations étaient enfermées ensemble. Ils sont libres. Orad Monder avait fêté ses 10 ans à Gaza. Le voilà entouré de l'amour des siens. Photos émouvantes des retrouvailles comme celle de Amélia, 5 ans, ex-otage elle aussi, qui serre dans ses bras sa grand-mère après 49 jours aux mains du Hamas. David Rigoulet-Rose, voilà, des enfants certes libérés, mais 5 et 10 ans, qui ont été emmenés otages, qui ont vu la mort, et de l'autre côté, à Gaza, des enfants palestiniens qui ont vu mourir par milliers, des frères, des pères, des cousins. On parlait d'avenir avec Michel Taubman à l'instant. Comment, des deux côtés, l'avenir peut s'écrire quand l'enfance a été à ce point endeuillée? C'est un vrai défi, effectivement, parce que de toute façon, les séquelles, elles sont là. L'empreinte est profonde, surtout quand on est à un âge où on ne peut pas forcément conceptualiser. Et là, il y a une responsabilité des adultes, évidemment, des responsables politiques, pour essayer justement de ne pas rentrer dans une logique de vengeance. Parce que sinon, c'est perpétuellement. Et c'est très, ça va être très, très difficile, évidemment. Et on le voit à quel point, effectivement, on évoquait le fait que la société israélienne était en apnée pendant 2 ans. Et donc, une incompréhension par rapport à l'extérieur de cette situation d'apnée. Et il faut souligner d'ailleurs, tragiquement, que il y a des suicides, notamment une mère d'otage qui s'est suicidée
2 ans après. Donc ça montre à quel point les séquelles sont profondes et elles vont être très très difficiles à guérir. Et ça demande une culture de la responsabilité de tout le monde. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à un cycle sans fin de vengeance. Et c'est ça qui est très compliqué à gérer. Alors, on va ouvrir un petit peu la discussion. On va aussi parler un petit peu de l'après. On va faire tout de suite un détour. On va traverser l'Atlantique. On va aller retrouver notre correspondante Eleana Bonas. Bonsoir Eleana, vous êtes notre correspondante à Washington, parce que pour ouvrir cette page diplomatique, évidemment, ce soir, il y a quand même un homme, Donald Trump, président des États-Unis, qui a réussi quasiment l'impensable il y a quelques semaines. Et Léana, j'ai envie de vous poser la question. On sait à quel point Donald Trump est critiqué ailleurs dans le monde, évidemment aux États-Unis par la gauche américaine, par les démocrates. Mais ce soir, est-ce que même la gauche américaine tire son chapeau au président américain ? Oui, tout à fait. Même les opposants de Donald Trump, vous l'avez dit, côté démocrate, saluent cette victoire diplomatique. Par exemple, Hillary Clinton, Nancy Pelosi se disent extrêmement soulagés du retour des otages dans leur famille israélienne. Barack Obama s'est exprimé lui aussi, sans pour autant, on le note quand même, citer nommément Donald Trump. Il a plutôt évoqué l'importance du soutien américain. De son côté, Donald Trump, lui, s'est montré, comme à son habitude, disons, très optimiste, puisqu'il a déclaré, je le cite, que la guerre était finie. Mais ici, plusieurs médias américains appellent à la nuance en soulignant que presque tout, ou presque en tout cas, reste à définir pour établir une paix durable à Gaza et au Moyen-Orient, avec une liste d'interrogations qui est dressée, comme notamment la question du désarmement du Hamas, concrètement, quelles en seraient les modalités, quelle autorité pour gouverner dans l'enclave, la question du retrait des troupes israéliennes et enfin celle de la reconnaissance d'un État de Palestine. Cette reconnaissance pour Benyamin Netanyahou, par exemple, c'est une ligne rouge, ce qui montre notamment que des désaccords profonds subsistent entre les différents camps. Et là aussi, la présence du président américain est très attendue pour justement parvenir à surmonter ces désaccords. Et c'est très attendu notamment de la part des dirigeants des pays arabes qui ont participé à élaborer ce plan de paix. Ils espèrent que Donald Trump ne va pas se désengager des discussions maintenant qu'il a obtenu cette première victoire diplomatique, mais que le président américain va bien continuer à œuvrer pour une paix durable à Gaza et au Moyen-Orient, ce qui serait conforme à ses promesses. Merci Eleana Bonas, notre correspondante à Washington. Rina, je voyais dans les images aujourd'hui qu'il y avait même une femme sur la place des otages qui brandissait une pancarte où il y avait marqué la liste de Trump, la liste des otages libérés grâce à Trump, analogie avec la liste de Schindler, le formidable film de Steven Spielberg. Donald Trump, héros israélien, c'est sûr ce soir. Et j'allais dire, dans tout le spectre de la politique israélienne, qui, on le sait, les Israéliens ne soutiennent pas tous Netanyahou. Mais là, Donald Trump a réussi Donald Trump, le Messie. Je crois qu'aujourd'hui, si on faisait ça lui fera plaisir. Lui qui voulait le prix Nobel. Si on faisait un sondage, qui est la personne la plus populaire, la plus aimée, la plus vénérée en Israël, c'est le président américain qui a effectivement réussi à faire l'impensable, ramener les 20 otages à la maison. Donc, il y a beaucoup d'amour aujourd'hui, beaucoup d'admiration. Vis-à-vis le président américain, il y avait énormément de pancartes partout, surtout sur la route qui amène de l'aéroport Ben Gurion vers Jérusalem, disons. Bon, c'était surtout en anglais. Donald Trump, you are our winner. Bien sûr, avec les photos de la médaille du prix Nobel. Voilà. Vous êtes notre gagnant de prix Nobel de la paix. Vous êtes le vrai gagnant. Vous êtes notre héros. Ça, c'était un peu partout en Israël et bien sûr aussi sur la place des otages. Énormément de remerciements. On a vu aussi dans la Knesset, il était applaudi encore et encore et encore. Malgré le fait que son plan peut-être n'est pas parfait, encore très vague, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Mais cette première phase de ramener les otages, en tout cas les otages vivants, il a promis, il a fait. Et pour ça, je crois que les Israéliens sont toujours reconnaissants. Michel. Oui, juste avant le Yom Kippour, donc le 30 septembre, alors que on ne savait pas encore si Israël allait accepter le plan Trump, il y a eu une manifestation à Tel Aviv de la gauche
C'est-à-dire que c'est la gauche qui soutenait le plan Trump. Et plus on est à gauche, plus on était à gauche, plus on était pour Trump. Et c'était des banderoles à la gloire de Donald Trump et contre Netanyahou. Hein. Il n'y a pas, justement, la plupart des gens qui sont le plus pour Trump sont le plus contre Netanyahou. Puis on l'a vu avec les sifflets l'autre jour. Et ça, c'est bon. D'ailleurs, Trump lui-même a dit, je sais, l'autre fois, il a dit, je sais que j'ai beaucoup d'amis en Israël qui sont pour moi, qui manifestent. Oui, ceux qui manifestent pour lui, c'était des gens de gauche. Alors après, il faut dire quand même que les mêmes appels à nous sauver émanaient avant par rapport à Biden. C'est-à-dire que c'est quand même ce rapport filial d'Israël à l'Amérique qui fait que lorsqu'on est dans une situation désespérée ou dans l'abîme, on en appelle aux États-Unis. Même pendant la réforme judiciaire, il y avait des manifestations. Biden vient nous aider, et donc c'est le rapport à l'Amérique. Mais je vois, David, est-ce que Donald Trump était aujourd'hui le seul à pouvoir peut-être tordre le bras à Netanyahou, parce que... Ah, c'est vraisemblable. Effectivement, c'est pas forcément un hasard si c'est lui qui est parvenu, qui a réussi ce pari que personne n'aurait pensé possible. Il avait un avantage par rapport à Joe Biden, justement, c'est que Joe Biden n'était pas écouté, Netanyahou. Et même s'il lui devait quand même beaucoup de choses, mais c'est pas du tout pareil. Netanyahou n'a eu de cesse de présenter le président américain, l'actuel, justement comme le meilleur ami d'Israël. Il l'a prouvé aussi sous diverses formes, par rapport à l'Iran, par rapport à un soutien inconditionnel au niveau international. Donc le Premier ministre est débiteur vis-à-vis de Donald Trump. Il ne peut pas se permettre quand même d'aller contre. Et c'est ce qui a permis à Donald Trump, et on a probablement sous-estimé cette possibilité pour Donald Trump, d'imposer des choses à Benjamin Netanyahou. Il a arbitré un certain nombre d'intérêts et il a fait comprendre à Benjamin Netanyahou que d'abord, lui, il voulait que ça s'arrête. Il voulait arrêter la guerre. Et que par ailleurs, il allait imposer des choses qui ne feraient pas forcément plaisir à ses ministres d'extrême droite. Et on le voit transparaître dans certains éléments du plan, de ces fameux 20 points du plan. Donc il y a incontestablement, il faut reconnaître ça, quel que soit le côté, on va dire, hyperbolique, excessif, versatile de Donald Trump. Et je reviendrai sur justement la constance qui peut être attendue par rapport au plan. Il est le seul qui était en mesure de faire ce qui s'est produit aujourd'hui, c'est vrai. Alors la question, c'est est-ce qu'il va continuer? Parce que évidemment, on doute de sa constance. Mais comme il n'a pas obtenu le prix Nobel cette année, ça peut éventuellement le motiver pour l'année suivante. Pour l'an prochain. Stéphanie, je disais que vous avez été sur plein de terrains. Vous avez notamment aussi été aux États-Unis. On s'est retrouvés, nous tous les deux, sur le terrain aux États-Unis. En 2016, lors de la première présidentielle de Donald Trump, vous étiez une des seules dans toute cette rédaction à parier sur la victoire, à nous dire, avec ce que j'ai vu sur le terrain, je pense que Donald Trump va être élu. On est près de 10 ans après. Voilà, ce personnage, David le disait, chaotique, à l'ego surdémesuré, mais il y a des résultats qui sont là. Oui, et finalement, pour une fois, tout ce qui peut lui être reproché, effectivement, cet aspect excessif, fantasque, très brutal de sa personnalité, parce que Donald Trump gouverne avec brutalité. Finalement, c'est vrai que ce soir, on peut se dire que cet aspect brutal que n'avait pas du tout Joe Biden, eh bien, manifestement, ça a servi. Et moi, je peux vous dire, parce que, comme vous le disiez, je vais aussi beaucoup en Ukraine. Tout à l'heure, j'ai reçu un message de notre collaborateur, notre traducteur fixeur ukrainien, qui me dit, on espère maintenant que, entre guillemets, c'est fait avec Netanyahou. On espère qu'il va agir de la même façon avec Poutine, puisque manifestement, la méthode forte, ça marche. Mais Poutine n'est pas débiteur. Mais voilà, Poutine n'est pas débiteur. Mais en tous les cas, c'est vrai. Mais que la méthode Trump... mais la méthode Trump, en tous les cas, même si elle est très décriée, en tous les cas, aujourd'hui, pour la partie des otages, elle a fonctionné. Parce que, comme vous le disiez, maintenant... on rentre certainement dans le plus difficile sur ce plan de paix. Oui, justement, on va en parler. Rina, vous voulez réagir? Oui, juste, bien sûr, il y a une grosse partie là qu'on attribue à ce caractère du président américain et la façon dont il a mis la pression sur Benjamin Netanyahu. Mais il y a aussi une autre chose, et là, quelque chose quand même beaucoup plus calculé, je pense, de la part de l'administration Trump. C'est facile à dire qu'ils sont chaotiques, bon, ce n'est pas des grands intellectuels peut-être comme l'administration précédente, mais il y avait quand même des leçons qui étaient apprises, je pense, des autres tentatives d'arriver à un accord. Et là, c'était qu'il fallait en fait créer une alliance avec
les pays arabes pour y arriver. Parce que ça, on n'a pas vu dans les autres tentatives pour arriver à un accord, cette fameuse proposition de Steve Witkoff pour 2 mois de cesser les feux. Là, d'abord, ils ont commencé avec ça. Ils ont et là, il y a une constance chez Donald Trump avec, c'est lui, les accords d'Abraham, il y a des années. Exactement. Il y a une logique là. Il y a une logique là qui peut-être contraste avec son caractère flamboyant. Il y a une logique où on met l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte avec un énorme rôle cette fois-ci par rapport aux fois passées. Et bien sûr la Turquie qui n'a pas joué un rôle avant. On met tous ces pays ensemble. On ne présente pas ça comme un plan israélo-américain, mais plutôt comme un plan américano-arabe. Et là, ça fonctionne. Michel. Oui. Lorsque les accords d'Abraham ont été signés en 2020, tout le monde a reconnu que c'était un grand succès de politique étrangère de Donald Trump pour son premier mandat. La plupart des critiques reprochaient justement à ces accords d'Abraham de ne pas intégrer la question palestinienne. Là, aujourd'hui, Trump reprend le topo des accords d'Abraham, mais en invitant Mahmoud Abbas, il y a la volonté d'intégrer la question palestinienne. Alors, est-ce que tout ça va se concrétiser? Ça, je ne sais pas. Le seul problème, c'est que là, aujourd'hui, il manque les Israéliens. Donc c'est aussi un problème quand même. Mais il y a une cohérence chez Trump. La paix par l'économie, donc le rôle de Jared Kushner, qui est d'abord un homme de l'économie, de Witkoff, qui est d'abord un homme de l'économie. On se moque beaucoup en France de ces gens qui ne font que du business. Mais il y a peut-être aussi des choses positives à voir. Et puis le fait que les Israéliens et les Palestiniens seuls face à face ne pourront pas régler le problème. Et donc il faut faire un cadre avec les Arabes. Alors justement, maintenant, est-ce que ça va marcher? Ça, c'est autre chose. Justement, dans la dernière partie là qui nous reste sur cette page, pour parler de l'avenir. Justement, aujourd'hui à Sharm el-Sheikh, il n'y avait ni le Hamas, ni les Israéliens. Est-ce que c'était parce qu'on n'est pas encore dans la phase où les deux vont pouvoir se serrer la main? Donc il faut passer par des intermédiaires. Est-ce que c'était pour cette raison ou pour d'autres? Il y a Mahmoud Abbas quand même. Oui, mais il y avait pas le Hamas, en tout cas. Est-ce qu'il y a une... Par exemple, vous parliez d'une fête religieuse, c'est ce qu'a dit Netanyahou, hein, il n'était pas en Égypte à cause d'une fête religieuse. Ça, c'est crédible ou pas? Ou est-ce que c'est parce qu'il est encore trop tôt pour que les Israéliens et le Hamas se parlent directement? Moi, je pense que c'était un peu trop pour Netanyahou. Déjà que Trump l'a forcé dans ce plan dont il ne voulait pas originalement, mais il fallait faire avec. Il fallait qu'il fasse aussi objection à tous ces ministres d'extrême droite qui ne voulaient pas ces plans-là. Donc, l'idée... Tout de suite, dans la même journée, quand il y avait toutes les émotions en Israël, c'est le moment en fait où c'est sa photo de victoire. D'une certaine façon, il ramène les 20 otages à la maison et soudainement sa popularité remonte de façon absolument flagrante. Ces jours-là, prendre aussi sur lui cette tâche énorme d'être dans la même pièce, parler peut-être, être sur la même photo avec Mahmoud Abbas, je crois que c'est pour lui, politiquement, c'était absolument trop. Il ne pouvait pas franchir cette étape, même si on peut dire que c'est une occasion manquée, malheureusement. Mais c'était a priori trop à demander. Et on a bien vu aussi que cette tentative était... On a essayé de la ficeler trop tard, en fait. Dans la même journée, il fallait les préparer bien en avance si on voulait vraiment qu'il y aura quelque chose de sérieux qui va sortir de cela. Tout en même temps pour une journée. Justement, pour discuter de la suite, on va juste retourner sur le terrain en images. Regardez un extrait de ce reportage de Camille Gutin sur les suites à donner à ce sommet de la paix à Sharm el-Sheikh. Et on le décrypte juste après. Dans le plan de paix, il est prévu une démilitarisation de Gaza. Mais comment désarmer le Hamas? Faire rendre les armes à l'organisation terroriste et détruire ses tunnels. C'est la mission de la Force internationale de stabilisation. Elle doit prendre le relais et pourrait être composée de policiers formés en Jordanie ou en Égypte. Une tâche qui s'annonce compliquée puisque le Hamas refuse toute démilitarisation. L'organisation a même lancé le recrutement de 5000 nouveaux membres, une provocation qui pourrait faire repartir les combats. Il y a une possibilité que l'armée israélienne utilise sa force pour être sûre d'affaiblir le Hamas.
C'est une vraie option. Alors qui va gouverner Gaza? Un comité palestinien temporaire et apolitique doit gérer la reconstruction de l'enclave. Le Hamas s'est engagé à ne pas faire partie de la gouvernance. L'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, elle, a promis de se réformer. Sera-t-elle pour autant au pouvoir? La poignée de main historique avec le président américain ouvre une porte. C'est pour moi le signe clair d'abord d'une volonté d'impliquer l'autorité palestinienne dans la gouvernance de Gaza le jour d'après. Et c'est la reconnaissance du fait que la paix durable n'est possible que si on donne aux Palestiniennes, aux Palestiniens leur place. Les Israéliens prendront-ils le risque de laisser la main à Gaza? C'est tout l'enjeu des discussions à venir. Allez, on termine sur France Info le décryptage de cette journée potentiellement historique pour le Moyen-Orient. David Rigoulet-Rose, ce qu'on vient de voir là, maintenant et après, est-ce que ça n'est pas que le début des difficultés ? De très grosses difficultés, évidemment, parce que les défis sont énormes. La question du désarmement et de la démilitarisation, évidemment, est un point central. Il reste autant de combattants du Hamas après 2 ans de guerre, de pilonnage. Il y a eu, on va dire, il y a eu un recrutement, un renouvellement, mais ce ne sont pas les mêmes. Les vétérans ont été tués, la plupart. Enfin, un grand nombre. On estime à 12 000, 15 000. Mais il y a eu un recrutement, effectivement, de gens plus jeunes, qui étaient le produit de la guerre, en réalité. Et puis, il y a les tentatives du Hamas de reprendre la main au niveau de l'ordre public, entre guillemets, au détriment de clans qui émergent, justement. Il y a des parce qu'on sait qu'il y a maintenant, je vais presque dire, un risque de guerre civile, parce qu'il n'y a pas que le Hamas, il y a d'autres groupes. Là, on a vu qu'il y a des affrontements et qu'il y a une unité spéciale du Hamas qui essaie de reprendre la main. Donc la question du désarmement, évidemment, est cruciale. Et la question, pour ce désarmement, des acteurs qui pourraient y participer, l'est également. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui sont susceptibles de faire pression sur le Hamas. Il y a la Turquie. Mais le problème, c'est que la Turquie, pour Israël, c'est compliqué. Donc, on voit que les paramètres sont très difficiles à maîtriser, même si la dynamique est lancée. Et puis, pour ce qui est de la gouvernance, puisqu'effectivement, on évoquait un comité de technocrates apolitiques, il serait chapeauté de toute façon par un conseil justement international. On évoque Tony Blair, mais en surplomb, il y a le tout chapeauté par Donald Trump. Oui, le tout évidemment par Donald Trump, donc avec une phase de 4 à 5 ans, avant même de penser à passer le relais à une autorité palestinienne supposée réformée. Même s'il y a quelques indices que, notamment, la photo est intéressante pour ça, parce qu'effectivement, ça n'a pas dû faire plaisir à Benjamin Netanyahou que le président américain soit sur une photo avec une autorité palestinienne qui est décriée, non sans raison, pour sa, on va dire, son déficit de crédibilité, à la fois par rapport à sa population et à l'extérieur. Juste le mot de la fin, Rina et Michel. Quid maintenant, en Israël, les suites pour Benjamin Netanyahou? On a beaucoup dit, voilà, il doit sa survie politique, parce qu'il y a quand même eu des erreurs manifestes. Le 7 octobre, il y a aussi eu des gros trous dans la raquette côté israélien. La suite politique pour Benjamin Netanyahou, c'est quoi? Est-ce que les manifestations qu'on a vues vont reprendre? Est-ce que maintenant qu'il y a des ministres d'extrême droite qui ne sont pas d'accord, la coalition de Benjamin Netanyahou va vaciller? Moi, je crois que les manifestations vont continuer, mais au lieu de réclamer, bien sûr, le retour des otages, on va retourner à ce qui était tout de suite après le 7 octobre, cette demande récurrente qu'il faudra un comité pour voir, pour examiner, pour faire la lumière, sur tout ce qui s'est passé avant le 7 octobre, sous le gouvernement de Benjamin Netanyahou, et aussi après. Il faut nommer des responsables. Déjà, le chef de l'armée est parti, le ministre de la Défense est parti, le chef de renseignement est parti. Tous ceux qui sont responsables côté militaire sont partis. Maintenant, c'est le moment où la classe politique doit répondre qui est responsable de ce qui s'est passé. Michel Taubman, le mot de la fin, il nous reste quelques secondes. Cette image, c'est la présence de Mahmoud Abbas à Sharm el-Sheikh et la poignée de main avec Trump, c'est la preuve de l'affaiblissement de Netanyahou. Et ça va, sur le plan intérieur, ça va peser. C'est-à-dire qu'on va dire quel est aujourd'hui le dirigeant, qui sont les dirigeants qui peuvent mener Israël pour la phase suivante. Et manifestement,
Trump, là, ne l'a pas aidé. Il y a quand même quelques jours, quelques semaines, on ne donnait pas de visa à Mahmoud Abbas pour aller à New York à l'Assemblée générale de l'ONU. Aujourd'hui, quoi que dise Netanyahou, lui n'a peut-être pas voulu venir, mais les dirigeants arabes ne souhaitaient certainement pas figurer sur la photo avec lui. Hein, il est quand même quelqu'un qui embarrasse tout le monde. Donc là, il y a un moment positif pour lui en Israël et pour tous les Israéliens, mais il y aura le jour d'après. Eh bien, merci à tous les quatre. Voilà, on se quitte justement sur cette image de cette journée historique pour le Proche-Orient.